Quoi? Mon nom est Guy Bernier, je suis un sitariste et je viens de Québec. Guy Bernier, c'est un gars de Québec qui est passionné de musique depuis l'âge de 14 ans, qui a eu la chance d'aller en Inde entre 18 et 19 ans pour près d'un an, qui a eu son premier contact avec un sitar là-bas, avec la musique indienne en Inde. Un goût qui est apparu en France, à Paris, à côté d'une collection de disques de musique indienne impressionnante. J'ai des amis argentins qui nous avaient prêté leur appartement pour un mois. Et à partir de là, je me suis rendu compte que je pouvais anticiper la musique qui s'en venait. Alors je me suis dit, j'aime donc bien ça, cette musique-là. Puis vu qu'on faisait la route dans ce temps-là, ça veut dire on atterrit à Amsterdam, on fait toute l'Europe, après ça l'Iran, la Turquie, l'Iran, l'Afghanistan, le Pakistan. Pour arriver en Inde, on a le temps à ce moment-là de s'éponger de toute la culture musicale des différents pays. Puis l'Inde, pour moi, là, c'était comme la consécration, c'était l'illumination de la musique. Et c'est une passion qui ne m'a pas quitté depuis les 40 dernières années. Le sitar, j'étais déjà guitariste et j'aimais beaucoup improviser sur la guitare. Et le sitar, la première fois que j'ai entendu le son en France, sur les longs jeux en question, j'ai eu une révélation. Je me suis dit, c'est cet instrument-là que je veux jouer. Et rendu en Inde, par un morceau de chance, un type est arrivé à un moment donné, j'étais en train de jaser avec quelqu'un dans une chambre d'hôtel. Un gars arrive avec un gros case puis un instrument de musique, puis il nous raconte qu'il avait enfin réalisé son rêve. Il dit, moi j'ai réalisé mon rêve, c'est d'aller en Inde, acheter un sitar. Mais il dit, là je l'ai, puis j'en jouerai pas. Il dit, est-ce qu'il y en a un qui le veut? Alors je lève ma main, timidement. Puis là, il me l'a vendu. 40 $. Premier sitar que j'ai eu. Un sitar qui s'est jamais rendu parce que j'ai resté en Inde presque un an à ce moment-là. Et j'ai confié mon instrument à un ami que j'ai connu là-bas, qui revenait au Québec. Et vu que j'avais encore beaucoup de chemin à faire, ben, j'ai confié mon instrument. L'instrument s'est jamais rendu. Alors, quand je suis revenu chez moi, j'ai constaté que je n'avais pas d'instrument. J'ai pris la décision de retourner en Inde et là, de rapporter moi-même un instrument que je choisirais. Et ensuite, j'ai pratiqué 5 ans par moi-même, surtout des gammes. Et en 1980, j'ai eu la chance d'être présenté à un grand maître indien en Inde qui s'appelle Robin Ghosh, qui est un élève de Alauddin Khan, qui est lui-même le gourou de Ravi Shankar, qui est très connu. Alors, j'ai eu la chance d'être dans cette école-là. J'ai appris, je faisais 10 heures de musique par jour, 3 leçons par semaine privées. Et ça m'a amené à donner des concerts aussi avec un groupe qui était déjà monté là-bas, monté par mon professeur de musique. Et on a d'ailleurs passé à All India Radio avec ça. Quand j'ai quitté l'Inde, 15 ans plus tard, en 1995, on m'a demandé pour aller donner un concert bénéfice à Calcutta, que j'ai donné avec mon professeur, Robin Ghosh, et son fils, Ranjan Ghosh, qui sont deux violonistes virtuoses. Ranjan avait 10 ans quand je l'ai connu. Quand je l'ai revu, il avait 25 ans. Puis là, maintenant, ben, c'est un homme, évidemment. Robin Ghosh est décédé il y a 2 ans, malheureusement. Eh bien, il faut dire d'abord un sitar. Oui, la sitar existe aussi. C'est une harpe. La sitar s'écrit C-I-T-H-A-R-E. Et c'est plutôt tiré comme du zither. C'est inspiré du zither. Tandis que le sitar, c'est S-I-T-A-R, qui de l'origine, ça veut dire setar, qui veut dire 3 cordes, tar pour corde et C pour 3. Et depuis le 16e siècle, l'instrument est sous cette forme-là avec une vingtaine de cordes. Donc sur 2 étages, 13 cordes en dessous, 7 cordes par-dessus. Puis qui amène une technique là, très très complexe où la main droite va essentiellement faire ce qu'on appelle diri ou da-ra, c'est-à-dire un mouvement en montant qui s'appelle da, en descendant qui s'appelle ra. Diri, c'est quand c'est fait plus rapide.
Puis avec la main gauche, qu'on joue seulement avec 2 doigts, bien là, on peut aller d'un fret à l'autre. On peut bouger les frettes pour avoir différentes notes aussi, gamme mineure ou majeure. Et aussi, on a la possibilité d'étirer jusqu'à 7 notes sur le même fret. Donc, c'est une musique très lyrique, c'est très chanté et essentiellement enseigné, on appelle ça guru shishya, c'est-à-dire d'un maître à un élève. Et c'est pour ça que cette musique-là est restée très hermétique au cours de plusieurs siècles, parce que c'était essentiellement enseigné au fils, le maître enseignait à son fils ou à quelques élèves qui étaient dans son école. Autrement, c'était tenu très, très secret. Alors, c'est pour ça que j'ai été très chanceux, moi, que mon maître s'ouvre à moi comme ça, puis il me montre vraiment comment il me l'a mis sur la traque, je dirais. Et il m'enseignait toujours, ne fais pas ce que je viens de te montrer, mais fais-le de cette manière. Alors là, ça m'ouvrait toutes les possibilités. C'est comme si on avait un éventail, c'est pas de rester juste sur une des palettes, mais c'est de l'ouvrir au complet, là. La musique qu'on joue sur le sitar est essentiellement inspirée de ragas. En fin de compte, les ragas, ça veut dire littéralement ce qui colore l'esprit. Alors, ce sont des thèmes dont il y a des gammes qui sont parfois différentes. La gamme ascendante et la gamme descendante vont être différentes. On utilise différentes notes. Et c'est ce qui va colorer la pièce en question. On dit qu'il existe plusieurs milliers de ragas, mais généralement, dans une carrière, un sitariste va en utiliser peut-être quelques dizaines, parce qu'on va approfondir à mesure que les années passent. C'est un petit peu comme, parce que le raga comme tel, ça tient sur quelques lignes quand c'est écrit, mais c'est pas une musique écrite, c'est une tradition orale. Et aussi, c'est un peu comme, j'interprète ça comme si on apprend à nager, on peut se dire, bon, on a la surface du lac, je peux aller par là, par là, par là, par là. OK, je vais aller dans toutes les directions. Mais un coup que je les ai toutes faites, bien là, il y a la profondeur du lac. Chacune de ces directions-là, je peux y aller dans la profondeur. Alors, c'est pour ça qu'on n'a pas assez d'une vie pour faire tout ça, en fin de compte. Bien, ce qui est différent, la musique du monde, en fin de compte, on se rend compte que toutes les musiques, beaucoup de musiques peuvent s'entrecroiser. Le croisement des cultures est possible. Ça a été pendant un bon bout de temps chasse gardée. Chaque école gardait son style, chaque style se mêlait pas avec l'autre. Mais là, de plus en plus, à cause qu'on vit dans une époque de communication très ouverte, là, on peut aller chercher le meilleur de chaque pays, le meilleur des essences de chacun, des essences musicales. Et aussi, on se rend compte qu'à un moment donné, toute musique a un genre de complément dans notre culture à nous. Donc, si je pense à Au clair de la lune, il y a un raga, il y a une musique folklorique indienne qui existe, qui ressemble à Au clair de la lune, ou qui nous le fait penser, qui nous l'inspire, puis on se dit en écoutant ça, bien, c'est comme Au clair de la lune. Fait que c'est comme si on le savait déjà, en fin de compte. Intuitivement, on est déjà là. Et ce qui fait la musique du monde, c'est aussi l'échange entre musiciens et les différents instruments. Donc, on se ramasse comme ici avec un sitar et tous les autres instruments là, qui sont possibles, didgeridoo qui vient d'Australie et différents instruments de différents pays, en fin de compte. Ben moi, c'est toujours un vrai plaisir, de toute façon, de faire de la musique en général. Et c'est toujours un travail en progression. Moi, je pense que je suis un éternel étudiant. Je continue toujours à pratiquer, idéalement tous les jours. Et pour moi, c'est comme si c'était la même pratique que la première journée. C'est juste que ça fait plus longtemps et que c'est toujours de plus en plus plaisant parce que je suis de plus en plus à l'aise, en fin de compte, avec ça. Mais le sitar est fait comme une clé. J'avais appris en faisant la queue en attendant pour un billet de train. À un moment donné, j'avais mon sitar au-dessus de ma tête, j'attendais, j'étais dans une file. Puis un vieux monsieur qui ressemblait au Père Noël arrive à côté de moi avec les traces dans le front et tout ça. Puis il me dit, tiens, voici ton billet. Il dit, t'as pas besoin d'attendre. Il dit, c'est payé, parfait. J'ai dit, comment ça se fait? Ah, il dit, tu vois ce que tu as dans les mains? Il dit, c'est un instrument, c'est le sitar ressemble à une clé. Et cette clé-là va t'ouvrir les portes du paradis. C'est comme ça qu'il me l'a dit.
Alors, depuis ce temps-là, moi, je vis dans un rêve, là, depuis ce temps-là. Et le sitar m'a toujours apporté des choses surprenantes, des occasions, que ce soit pour échanger musicalement ou bien donc pour arriver à Tam ici, qui est un vrai plaisir.